Bien, écoutez, messieurs, dames, bonjour. Je suis Patrick Malatré. Je suis directeur de l'établissement Roger Le Charbonnier, IMPRO, Institut médico-professionnel, situé sur Palaiseau. Je vais vous parler de ma situation. Je suis en fait directeur éducation nationale. Donc, je suis mandaté et missionné par l'éducation nationale pour diriger cet établissement. Et nous allons parler de formation professionnelle initiale, de formation continue. Voilà, allez-y. Alors moi je suis Claire Rétic, je suis la directrice de l'ESAT Mosaïque Service qui fait partie de la Fondation des Amis de l'Atelier aux Ulysses. Et en effet je suis venue avec des collaborateurs de l'ESAT pour vous présenter notre expérience en termes de formation continue par un dispositif donc de reconnaissance des compétences professionnelles des ESAT, enfin des travailleurs en ESAT, pardon. Et donc je vous laisse la parole pour vous présenter. Oui. Ça va. Bonjour, je m'appelle Abdelkrim Bariti. Je travaille au CAT Mosaïque dans la blanchisserie. Ça fait 3 ans et demi que j'y suis. Et mon travail consiste en fait à accueillir la clientèle. Il y a les calandres aussi, le pliage, le contrôle et le tri. Il y a 5 services. Donc chaque semaine on change de poste. Et il y a un petit classement. Et voilà, déjà pour commencer. C'est pas mal. C'est parfait. Moi je suis Émilie Cohen, je suis monitrice d'atelier en conditionnement, donc à l'ESAT Mosaïque. Et je suis également référente du dispositif Différents et Compétents dans l'établissement. Moi je m'appelle Alain Cerveau. Et je suis en sous-traitance depuis 99. Un des plus anciens travailleurs de l'ESAT qui a ouvert en 98, donc voilà. Et puis voilà. Moi je suis Claudine Canel, je suis enseignante spécialisée. J'ai travaillé en institut médico-éducatif, en CLIS primaire, et maintenant je m'occupe d'un dispositif Ulysse en lycée professionnel. Voilà, je suis venue toute seule. Alors, il y a beaucoup de sigles. On ne va pas hésiter à intervenir s'il y a vraiment quelque chose, Ulysse, IMPRO, ainsi de suite. Tout ça, c'est peut-être beaucoup de termes. Alors, n'hésitez pas à interpeller. Effectivement, ce sont par des témoignages. Je vais introduire un petit peu cette table ronde. Ce sont par des témoignages que nous avons voulu venir parler de cet enjeu majeur que constitue la reconnaissance des compétences des jeunes gens et des personnes, d'une façon plus générale, des personnes en situation de handicap. Des témoignages là, n'hésitez pas, vos interventions peuvent nous être tout à fait utiles. Nous avons cherché, dans le sens de ces tables rondes, nous avons voulu parler et faire montrer des projets plutôt innovants, il nous semble-t-il, mais il y en a tellement, je crois que c'est aussi l'enjeu de ces rencontres. N'hésitez pas, vos témoignages peuvent alimenter bien sûr, et vont alimenter, j'en suis certain, nos échanges. 3 questions peut-être pour parler de cet enjeu. Comment finalement on est passé d'un droit, reconnu, le droit à la reconnaissance, le droit à la formation finalement, puisque c'est bien de ça dont il va être question. Mais comment on passe d'un droit reconnu à un droit exercé? Comment cela se fait très concrètement sur les lieux missionnés pour cela? Un IMPRO, un établissement comme un ESAT a des obligations aujourd'hui. Maintenant, l'obligation n'est pas toujours suffisante. Comment on s'inscrit dans ce droit et dans la reconnaissance de ce droit? Donc d'un droit reconnu à l'exercice de ce droit, comment deuxième question, quel changement pour ces personnes? Quel changement réel, là encore une fois, peut-être que les témoignages, quel changement attendu aussi par nous, par les personnes qui ont pensé aussi ces dispositifs et installé ces droits. Quel changement pour les personnes, mais également pour les équipes, pour les établissements.
et peut-être plus global, et pourquoi pas pour la société, quel finalement un petit peu l'enjeu humain. On va parler de cet enjeu humain, qu'est la reconnaissance des compétences de personnes en situation de handicap. Et pour une troisième question, on verra un peu les perspectives. On hésitait un petit peu entre les obstacles, bien sûr, on va faire état des obstacles, mais on va parler. Tout ça, ça paraît très simple, mais j'espère qu'on va essayer de tenir ce cap-là. La question de la reconnaissance de la compétence, effectivement, pose la question de l'accès à une formation professionnelle. L'accès à une formation professionnelle, finalement, pour des personnes en situation de handicap, comme ça paraît si simple. Là, je vois des experts dans la question, mais c'est pas quelque chose qui va de soi. Hein. Il y a eu des lois en 1975, une loi sur le handicap. La loi sur le handicap en faveur des personnes handicapées avait fait des obligations de moyens, et obligations de résultats, certainement pas. La question de la scolarité était déjà présente. Les IME et les IMPRO étaient très missionnés pour engager les jeunes gens dans des formations. Mais on va dire que le résultat n'est peut-être certainement pas encore au rendez-vous. 2005 est certainement beaucoup plus précis. La loi de 2005-102 et d'autres lois qui en découlent, je dirais la société d'une façon générale a conçu et envisagé dans ses représentations, on va dire. Certainement que les choses ont changé dans les représentations sociales vis-à-vis de ces personnes et donc aller plus loin, le même droit que tous, et donc le droit à une formation signifie également le droit à une perspective professionnelle, à une perspective d'entrée dans le monde du travail. C'est tout ça dont il est question, et par, entre guillemets, on va dire, allez, la grande porte, c'est-à-dire la loi prévoit quand même qu'en premier lieu, ce soit l'entreprise qui soit reconnue comme le lieu pour ces personnes, comme pour tout le monde, le même droit pour tous. Donc ça a amené, ça a modifié, ça modifie pas mal les choses, hein, et c'est quand même plutôt récent. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'innovation, hein, on parle déjà en 75 on en parlait. Alors pourquoi c'est récent? C'est certainement que dans ces représentations, imaginez ces personnes en situation de handicap trouver leur place dans le monde du travail, dans le contexte que nous connaissons, qui a sérieusement évolué. Certainement, ce n'est pas si simple que cela. Vous voyez bien, on est dans le hors norme, hein, véritablement. Des personnes qui peuvent se présenter pour beaucoup. Hein, on parle de handicap mental et psychique. C'est vrai que l'autonomie est quand même sérieusement différente, on va dire. La notion d'autonomie, un petit peu la tarte à la crème de beaucoup de discussions. Pour autant, effectivement, dans l'entreprise et dans le monde d'aujourd'hui, on demande à chacun d'entre nous d'être dans une situation d'autonomie maximale, je dirais même pratiquement dans un individualisme. Donc effectivement, ces personnes-là posent un certain nombre de questions et donc nécessitent un certain nombre d'adaptations vis-à-vis de cette question et de revisiter un petit peu on revisite la notion d'autonomie, hein, nous on la revisite quotidiennement dans nos établissements de façon très singulière pour chacun de nos jeunes. Donc oui, il y a de la dépendance chez pas mal de nos jeunes en situation de handicap. Et puis, juste pour prendre un autre exemple, la question de la lenteur aussi. Hein, vous voyez, dans ce monde aujourd'hui où tout doit aller à une vitesse de la lumière, la question de la lenteur, la question de la maladresse également. Mais je vais m'arrêter là. Parce que là, j'ai l'impression de faire un listing. Mais c'est aussi pour ça, n'imaginons pas que cette évolution, nous avons changé de regard. C'est un vrai travail collectif. C'est un peu l'enjeu aussi de ces tables et de ces forums, c'est de faire évoluer nos représentations également. L'entreprise, nous en avons l'expérience, alors les AD va en témoigner, l'entreprise a des obligations
Mais au-delà de l'obligation, effectivement, je pense qu'il y a un véritable travail de, j'allais dire quotidien, à faire sur la mise en lien et engager les ressources humaines d'une entreprise dans cette aventure est quelque chose qui nécessite de la mobilisation d'acteurs comme nous, et peut-être vous aussi. Je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle qui vont pouvoir intervenir. Je pense aux missions locales ici présentes. La faculté des métiers aussi d'Evry est présente, donc ils pourront témoigner de quelle manière cela avance. Quand même, ce qui a évolué, et c'est peut-être là-dessus que je passerai la parole, c'est qu'on s'est rendu compte quand même, 2005, entre 75 et 2005, les études ont quand même montré que ces jeunes gens et ces personnes avaient finalement très peu d'accès à un diplôme, donc formation, accès à un diplôme, on peut rentrer dans une formation, les journalistes vont nous en parler. Aujourd'hui, on rentre dans une formation, on peut aller jusqu'à la certification, mais aussi on peut être sur le chemin de la certification. C'est comme ça que finalement l'introduction du handicap dans le milieu scolaire aujourd'hui a fait aussi avancer les choses. On peut être sur le chemin et aujourd'hui on est dans des dispositifs où on peut commencer à attester une partie d'être sur un chemin pour s'inscrire dans un parcours. Vous voyez, on voit les choses vraiment sur du très long terme. Et alors on s'est rendu compte que si ces jeunes gens et ces personnes n'avaient pas accès au diplôme, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à la formation, tout simplement. Aujourd'hui, ils accèdent à la formation initiale, continue, et les personnes vont accéder à des diplômes. On en est certain, on en a maintenant l'expérience. Pour autant, et ça c'est également une vraie problématique, et je vous laisse, c'est que le lien entre la qualification, entre la formation professionnelle et le lien entre l'emploi et l'inclusion professionnelle est un lien très complexe. On le sait pour tout le monde. Et nous avons, en tout cas nous tous, à bien, comment on va dire, tenir ces deux engagements d'une inclusion. Alors la reconnaissance, effectivement, et on va essayer d'en bien en mesurer l'importance, et pour autant, voilà, comment cette reconnaissance va amener un plus pour faciliter finalement l'inclusion professionnelle, l'accès à un travail. Voilà, tel est, il me semble-t-il, l'un des enjeux. Formation initiale, formation et continue. Donc on va commencer par la formation initiale et l'expérience de l'IM Pro de Palaiseau. Alors c'est une expérience qui s'inscrit dans un projet bien plus large. On parle du côté éducation nationale, il y en a d'autres ici présents. C'est le rectorat de Versailles qui a initié, en s'appuyant sur d'abord des établissements plutôt engagés déjà, il me semble, dans cette dynamique de reconnaissance. Et donc c'est un projet cette année donc qui a démarré, qui a été initié il y a 2-3 ans maintenant. L'année dernière, 25 établissements du rectorat de Versailles se sont engagés, ITEP, IM Pro pour l'essentiel, donc des établissements pour des personnes présentant du handicap plutôt comportemental, et les IM Pro, donc 25 cette année. Évidemment, l'idée c'est toujours encore d'aller bien plus loin avec cette perspective dont on parlera, de ne pas quitter finalement l'école, en tout cas la formation initiale, sans reconnaissance de compétences. Telle est un petit peu cette ambition. Madame Darven, vous attaquez ? Oui, je pensais qu'en fait l'enjeu pour l'inspecteur qui nous a formés, parce que les enseignants, pour rentrer dans cette dynamique de recevoir de jours de formation comme les éducateurs techniques, nous disaient qu'il fallait sortir le médico-social de sa bulle. Et que l'idée c'était qu'on sait que les jeunes dans les IM Pro acquièrent des gestes, des habitudes professionnelles, mais qu'on sait que pour l'employabilité, l'obtention d'un diplôme peut soutenir. Donc on a vu historiquement que dans les SECPA,
Avant, il y avait 5% des jeunes de SECPA qui avaient un CAP, et puis du jour où on a dit il faut que les jeunes de SECPA, le but de SECPA c'est le CAP, maintenant ils sont à 65% à obtenir un CAP. Donc en mettant des moyens, des protocoles et des procédures, on avance. Et donc l'enjeu c'était que comment dans le médico-social, les éducateurs techniques qui forment, qui font de la formation professionnelle et pré-professionnelle, on puisse avoir un diplôme, et pour que ce soit un diplôme, il faut qu'il ait le tampon éducation nationale. Donc les enseignants qui sont dans les IMPRO, en fait, jouer le rôle un peu de caution éducation nationale pour pouvoir aller jusqu'à un diplôme tamponné par le rectorat. Parce que voilà, si on ne travaillait pas en partenariat, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'était un peu l'enjeu qui pour nous en fait n'a pas été un enjeu, parce que historiquement parlant, dans l'IMPRO, moi ça fait 15 ans que j'y suis, je pense que ça fait 20 ans que la manière de considérer les compétences, l'évaluation, la perspective de travail est référencée au CAP, au référentiel de CAP avec les contenus. Donc, on observait les jeunes, on travaillait avec les jeunes, toujours avec l'idée des grands cadres des référentiels de CAP. Après, les enseignants et les éducateurs techniques ont toujours été habitués à travailler l'évaluation en termes de compétences. Déjà, c'était des habitudes d'éducation nationale depuis au moins 10 ans. Donc, serrer les compétences pour être au plus fin de l'observation de ce que le jeune sait faire. Voilà. Et donc, que les outils de compétences soient plutôt pour valoriser des talents, plus qu'à dire qu'à mettre en évidence des manques. Donc déjà, c'était une habitude de pratique évaluative au quotidien, qu'on avait déjà toujours. Et puis, l'idée d'accéder à des diplômes, ça s'est fait tranquillement aussi en ayant... Moi, j'ai souvenir, je suis arrivée à l'IMPRO, il y avait un jeune qui avait eu un échec, il s'était inscrit au code, et il avait eu un échec au code de la route, pour passer le permis, et il ne voulait même plus mettre les pieds dans une auto-école, et on s'était dit, il y a 15 ans, mais on ne les habitue pas à passer des examens, on ne les habitue pas à être en situation, on rate tous le code, presque, donc ça fait partie de la vie ordinaire d'un écolier et puis d'un futur adulte de rater un examen, rater un partiel, et nous on ne les habitue pas parce qu'on les protège. Finalement, on a peur de leur... alors, on avait commencé, il y avait l'inscription il y a 10 ans au CFG, au certificat de formation générale, qui était un cadre éducation nationale pour certifier des compétences maths, français et puis vie professionnelle. Donc, on avait engagé des élèves là-dessus. Il y avait les ASSR, les attestations de sécurité routière, qui se sont faits. Il y avait un partenariat PS qui se faisait avec des partenaires extérieurs pour valider la PSC1, les gestes de premier secours. Donc, et le B2I, les choses en informatique. Donc, c'était déjà des habitudes qu'on avait qui correspondaient à nos pratiques. Et les éducateurs techniques ont été dans cette dynamique-là, mais développer cette pratique au cours d'une formation il y a 3 ans. Bon. Moi j'ai le sentiment quand même qu'on a notre rôle avant tout de les ETS, c'est de former les jeunes, d'accord. Donc effectivement, comme disait ma collègue, on a comme outil de travail notre Bible, ce sont les référentiels de CAP où sont démontrées les activités professionnelles que nous devons donc œuvrer avec nos jeunes. Pour moi, notre directeur parlait de projets innovants. Moi, je pense que c'est simplement la reconnaissance du travail qui est effectué par les jeunes. On se doit de dire aux jeunes où il en est et ce dont on travaille avec lui, d'accord. Et que c'est aussi, pour nous, une suite logique de notre travail pour pouvoir mettre en œuvre des compétences qui ne sont pas encore acquises. Donc, pouvoir poursuivre le travail qui est fait avec nos jeunes. Donc, au-delà du projet innovant, effectivement, qui est le fait de certifier, parce que maintenant c'est validé par l'Éducation nationale, moi je pense que c'est juste une formalité. On a pu cette année légaliser le travail qui est fait par les jeunes et le travail qui est mené au quotidien par l'éducateur technique professionnel, avec travail en commun bien sûr avec les enseignants. Comme vous expliquez ma collègue, sans la participation de l'Éducation nationale, on ne pourrait pas les certifier parce que ce sont des diplômes d'éducation nationale et nous sommes le secteur privé, donc associatif. Donc voilà, 2 missions différentes, mais qui s'unissent pour pouvoir
légiférer ce que savent faire les jeunes et les amener à continuer à apprendre et à poursuivre leur parcours professionnel. Donc il y a 3 ans, et ça aboutit, la finalisation de votre formation, à un référentiel de compétences, qui fait que dans tous les ateliers, donc à l'IMPRO on rappelle les ateliers, le jeune a un parcours de l'accueil, on les accueille de 14 à 20 ans, ils sont en cycle d'accueil avec un atelier multiservice, puis ils passent en cycle de formation avec un atelier Habitat et MHL, maintenant c'est géant des locaux. Puis il passe à 17 ans en cycle d'insertion où il y a l'atelier restauration et l'atelier horticulture. Voilà. Donc c'est pour vous ayez un petit peu le cadre de travail. Et quand on nous a un peu présenté cette aventure, nous c'était un aboutissement de pratique, on va dire, mais il fallait qu'on formalise. Donc déjà il fallait sélectionner des jeunes, savoir lesquels on allait choisir, et pour être tranquille, on a pris des jeunes dont on était sûr qu'ils avaient acquis un maximum de gestes à travers les ateliers, c'est-à-dire qu'on était, le but n'était pas on va te faire passer un examen puis on notera, le but c'est on sait que tu as des compétences et on va voilà, on va bien les valider et on écrira ça sur le papier. Donc le fait que Karima les ait eu en MHL les années précédentes, on savait qu'ils avaient des compétences en hygiène, sécurité, qui se transféraient en restauration avec Nicolas. Et moi, avec eux, je travaillais tout ce qui était technique en atelier restauration. Et comme il y a beaucoup aussi d'hygiène et de sécurité, le travail des produits d'entretien, etc., en atelier restauration, on a travaillé en commun avec Karima, qui donnait des cours justement sur les gestes, les procédures de comment se servir des produits d'entretien, etc. Ouais. Donc il y a 7 jeunes qui avaient été, on va dire, sélectionnés en harmonie avec les jeunes. On s'en référençait aussi à un service d'insertion. Donc on a essayé de voir que ça correspondait bien avec les chargés d'insertion qui sont là, la dynamique du jeune que ça rend. Souvent, par exemple, ça peut être un jeune qu'on a choisi parce qu'il allait prendre confiance en lui. Romain m'a dit tout à l'heure que lui, il n'avait pas envie de passer le CFG. C'était un examen maths français, tout ça, il n'avait pas envie, mais du coup passer une validation, un petit examen en pratique professionnelle, c'était intéressant pour lui. Ou c'était des jeunes par exemple dont on savait que justement l'option CFG, lecture, mathématiques, ça les mettait en difficulté parce qu'ils n'étaient pas lecteurs, et par contre on savait qu'ils avaient des pratiques professionnelles intéressantes à valoriser. Donc souvent le but c'était de valoriser, ou alors on savait qu'ils étaient au bord de la sortie et qu'ils allaient peut-être trouver un travail, et on s'est dit s'ils ont une attestation, ils pourront présenter quelque chose, quand ils se présentent, ils pourront montrer ce qu'ils ont acquis. Et donc il y a eu des modules proposés. Donc Karima proposait un module, un cours sur l'hygiène, Nicolas complétait par des modules de formation en atelier cuisine. Oui, en agent polyvalent de restauration. Voilà. Et puis il y avait ma collègue, et puis une autre collègue ETS, Aurélie, qui faisait l'option service. C'est-à-dire qu'il y avait des moments en restauration, ils préparaient le repas, puis après, il y avait un service en salle. Donc, il y avait une formatrice pour le service en salle. Et pour compléter ça, on voyait qu'il y avait des notions d'atelier. Enfin, je ne sais pas, vous, les ETS, il y a des choses sur lesquelles les jeunes butent parce que c'est des notions abstraites ou des notions mathématiques. Et dans ce cas-là, on a créé un module spécifique scolaire. Alors j'ai envie de dire, on l'a fait spécifiquement parce qu'on n'était pas sûr de nous, alors qu'on le fait tout le temps. Dans nos pratiques scolaires de cours, on est toujours en liaison, historiquement, on est en liaison classe-atelier, enseignant, éducateur technique. Donc, mais comme je crois qu'on doutait un peu de nous, on a fait un module spécifique, maths français, relié à l'atelier pour ce groupe d'élèves-là. Comme ça, on était sûr de ne pas louper, qu'ils ne passent pas à travers les mailles du filet. Donc ma collègue Delphine Jutelet, qui est l'autre professeur des écoles qui était dans le projet, a créé un module spécifique. C'est-à-dire Nicolas faisait atelier le matin, et puis à midi, il se transmettait, il se disait, ça serait bien de travailler cette notion, le verre doseur, la graduation, voilà, les poids, les mesures, par exemple, c'est des choses très difficiles à acquérir pour les jeunes, mais qui sont travaillés au quotidien en atelier et en classe par des supports que nous allons adapter.
Ça peut être des supports visuels, ça peut être des gabarits. À nous de pouvoir mettre en place des outils qui vont pouvoir appréhender en début et puis après, plus ou moins avec le temps, les lâcher et pouvoir se servir par exemple d'un verre 12 heures sans support visuel ou autre. Ça, c'est notre travail quotidien, on va dire, nous, ETS, d'adapter les différentes médiations qu'on peut avoir dans le travail. À vous entendre, alors je vais faire le candide, hein, à vous entendre, on a un peu le sentiment que finalement ça ne change pas grand-chose. C'est pas que ça ne change pas grand-chose, parce que de ce fait, ça a toujours été fait, mais légalement, jamais légiféré, on va dire, par une attestation éducation nationale, on va dire. Bon. Parce que... On a formalisé, j'ai envie de dire, quelque chose. On a ritualisé et peut-être on a rendu notre travail plus rigoureux. Mais je crois que vous l'avez dit, Madame Darmen, c'est finalement l'extérieur est aussi entré, c'est-à-dire qu'il y a une conformité. Hein, l'enjeu, c'est aussi que ces attestations puissent suivre le parcours de la personne, du jeune de la personne. Donc, lorsque vous attestez de la capacité à dresser une assiette dans le référentiel d'un CAP, alors ça fait peut-être un peu une sauce très difficile à entendre, mais vous attestez dans le cadre d'un référentiel de CAP, c'est quelque chose dont la personne peut s'appuyer là-dessus, dont l'employeur pourra s'appuyer là-dessus et dont les prochaines formations après dans la formation continue doit pouvoir, dans l'hypothèse où ça se fasse, partir de là pour aller un petit peu plus loin et poursuivre. Donc, est-ce que moi la question que je pose par rapport aux jeunes gens, est-ce que on peut penser quand même que, alors, dans cette reconnaissance, il y a quelque chose qui fera une personne un peu plus forte. Je le pose en même temps, pour moi c'est oui, mais vous pour vous, puisque justement vous doutez du changement, ou vous questionnez le changement, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose de plus affirmé, comme je suis reconnu, donc là pour le coup je suis compétent, alors qu'à une époque, peut-être qu'on quittait nos établissements un peu en sachant beaucoup de choses, mais finalement étant... On s'en est rendu compte beaucoup à la remise, parce que, au moment de la remise des attestations au rectorat par monsieur le recteur en personne, on a vu que ça mobilisait beaucoup les familles. Il y avait une émotion qui était le fait d'aller chercher son diplôme au rectorat. Je pense que c'est un mauvais jeu de mots, mais c'était pour le CAP, c'est un mauvais jeu de mots par rapport au CAP concerné, mais c'est une restauration interne, je crois. On répare quand même. Je pense qu'il y a des jeunes et des familles pour qui c'était quand même comme un soulagement ou tout n'est pas gagné. Ça ne donne pas l'emploi, mais c'est quelque chose pour au niveau de l'image, de la force, l'estime de soi. Oui, de l'estime de soi. Romain vous le dira tout à l'heure, mais voilà, il y a quelque chose de fort de ce côté-là, d'être reconnu. Je pense que ça permet aussi pour nos jeunes de pouvoir, peut-être c'était une action après qualifiante, de pouvoir avoir une émergence de quelque chose d'autre, peut-être de passer une partie du CAP, il y a des choses qui se font maintenant qui sont en place. D'amener après une consultation pour une VAE, c'est une porte, etc. C'est une première réussite qui va permettre de continuer à construire ces activités, ces désirata. Et puis peut-être le fait de formaliser aussi qu'il y a une exigence externe, qu'on est un peu mobilisé. Karima disait les jeunes ne sont pas en stage, moi je les ai pas, je les veux en cours, il faut de la régularité, elle donnait des devoirs, du coup il y avait une stimulation aussi des jeunes pour leur dire on avance un peu plus. Et du coup, je pense qu'ils ont senti cette implication et cette exigence un peu plus soutenue. Et je pense que ça les a peut-être plus mobilisés dans l'année, dans leur investissement au travail, à leur attention au cours, aux exigences. Première réussite, effectivement, confiance en soi aussi. Moi, je pense que vraiment, on parlait de lenteur. Enfin, moi, je parlais de lenteur, de maladresse. C'est la question de la confiance en soi. Hein. Et effectivement, quand on va rencontrer un employeur, même, j'allais dire, quand on fait un stage d'observation dans un ESAT, la question de la confiance en soi, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose dont on sait que, parce que comme ce sont particulièrement des jeunes qui peuvent être dans la remise, dans le doute, dans un manque de confiance. Là, on a quelque chose.
ce qui donne aussi vraiment, on va passer un peu pour faire la suite. Ce qui donne quand même la notion, et c'est les perspectives, c'est quand même, je dirais, quelque chose où l'ensemble, et pas seulement l'IM-Pro, est garant quand même de cette reconnaissance. C'est pas c'est pas quelque chose d'interne, et on le verra avec une expérience qui maintenant a largement dépassé le cadre national, je crois même, des ESAT, plus de 300 ESAT impliqués dans une reconnaissance. Donc ça amène quand même alors c'est de la conformité, là on parlait tout à l'heure du hors norme, là effectivement on pourra se questionner quand même sur cette question. Là pour le coup on ramène un petit peu la norme des référentiels, la validation conjointe, parce que si aujourd'hui un établissement comme le nôtre, c'est que nous sommes conformes dans nos procédures de validation, hein, les personnels sont engagés, en fait vraiment la perspective et la suite, c'est certainement le fait que ça s'étoffe finalement, que ça devienne pas simplement une expérience innovante ou de quelques-uns. C'est pour ça que le rectorat est très sensible au fait que ça s'étende, que ça se généralise, hein, comme pour les Ulysse. Donc véritablement il y a ça. Je pense qu'il y a véritablement une question de formation des personnels. Ça c'est une réalité, que ça soit nous en interne, on a 2 CES. Alors on a la chance là aujourd'hui d'avoir un formateur qui a vraiment participé. Monsieur Blueburn est là, donc de Suresnes, qui a vraiment vu l'évolution des métiers d'éducateurs techniques spécialisés, après le CAFETS, aujourd'hui le DETS. Hein, il y a quand même une véritable évolution. Si tu me permets, je voudrais rajouter peut-être quelque chose à cette présentation. C'est un tuilage tout à fait intéressant dont on vient de parler sur les rapports entre le secteur médico-social et l'éducation nationale. Mais comme je travaille pour l'éducation nationale, je peux, je crois, me le permettre, je voudrais dire à tout le monde ici, l'éducation nationale n'a pas le monopole des formations et des certifications. On parle de rectorat, on parle d'inspecteur, on parle de choses comme ça. Il y a 12 ou 13 ministères en France qui certifient des diplômes. Concernant les jeunes, à part l'éducation nationale, l'autre ministère important, c'est le ministère de l'Agriculture. Et puisque ce matin, la table ronde tourne autour de dispositifs innovants, je vous suggérerais, moi pour ma part, de prendre langue avec le ministère de l'Agriculture. Il existe, y compris en région parisienne, des maisons familiales rurales, par exemple, qui forment des jeunes à un CAPA, certificat professionnel agricole, et qui seraient certainement désireux de travailler avec des secteurs comme le MPRO. Voilà. L'éducation nationale, certes, c'est le gros organisme certificateur, mais on n'a pas le monopole. Sortir, et je vous passe tout de suite la parole. Est-ce que Romain voulait témoigner quand même avant de passer, je sais pas. Romain, tu veux apporter une contribution un petit peu? Qu'est-ce que ça change, toi, depuis que tu as fait cette... l'an passé, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, c'était comme si j'avais une immense fierté. Ok. Vous faisiez partie du coup, Romain, des 7 personnes dont Madame Vernet. Oui, tout à fait. D'accord. Avec sa famille, c'était très fier au moment de la remise du diplôme. Oui. Et voilà, Romain, un jeune que j'aurais pu inscrire au CFG, mais qui ne souhaitait pas, pour lui, aller travailler maths français, c'était pas, pour l'instant, c'était pas son envie, il préférait l'option, voilà, donc... La perspective, donc, puisque c'était la 3e question, la perspective, c'est effectivement de l'étendre à beaucoup. La perspective, c'est qu'on ne quitte pas la formation initiale sans une attestation, on va dire, pour une grande majorité et si possible pour tout le monde. La perspective, donc en sortant d'un IM-Pro, c'est pour certains aussi de rejoindre d'autres formations, mais ça on le fait déjà un petit peu, hein. On a des liens avec d'autres lieux de formation. Là tu me parles des CAPA agricoles, effectivement il y en a qui sont adaptés. Les AFPA également proposent, à la sortie d'un IM-Pro, un certain nombre de nos jeunes peuvent se diriger et poursuivre leur formation quand cela bien sûr participent de leur projet. C'est vraiment la notion d'être dans une dynamique, hein. Du coup on quitte
et on part sur un chemin qui va qu'on espère le plus diversifié possible, le plus riche possible. Je pense que c'est vraiment un enrichissement. Alors pour toi, ça a été une fierté. Pour nous aussi, hein, on était extrêmement fiers de vous et puis je crois finalement qu'ils aussi. étaient assez hébétés, même les familles. Il y a une maman qui dit mais c'est la première fois alors que ça se passe. Elle avait le papier dans la main et je crois qu'il y avait quelque chose de finalement ça paraît et à la fois ordinaire et en même temps c'est incroyable. Je veux juste rappeler quand même que les compétences, donc une certification juste concrètement. Donc il y a un côté qui est le diplôme. Et l'autre côté, donc il y a les unités d'enseignement professionnel. Alors là, par exemple, il installe son poste de travail. Et en face, moi, en tant qu'enseignante, je pouvais dire, il sait se concentrer sur une tâche, il sait lire un protocole. Mais alors, on nous a surtout dit donc, de choisir les compétences qui sont au plus près du jeune, qui peuvent lui servir pour aller travailler. Vraiment, pas aller chercher des listes, c'est celles qui vont servir pour aller travailler, sur lesquelles on peut compter. Et on avait le droit de mettre, par exemple, suit un protocole de nettoyage avec aide, avec un support visuel. Par exemple, si le jeune, pour remettre en état une salle, il a besoin d'avoir son protocole en image ou d'un plan, dessus on met les aides, c'est-à-dire que l'employeur il a ça. Après, il dit, toi, tu as besoin que... un support didactique. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait le droit de spécifier dessus les adaptations. Nous, on a des jeunes qui ont besoin de support visuel ou, je ne sais pas, peut-être un jeune, il faudra lui dire, en lui disant la consigne en face, en lui parlant fort, en mettant telle adaptation. Donc, elles sont spécifiées dessus. Donc, c'était pour être... à nos collègues qui sont en ESAT après, de travailler justement le fait de le faire sans peut-être adaptation par la suite. Et on n'est pas sûr du tout que le jeune, en changeant de milieu et en changeant de lieu, va tout de suite savoir transférer ses compétences. Mais on se dit, ils ont un petit classeur plastifié où ils mettent toutes leurs attestations. On se dit, peut-être qu'un moniteur d'atelier plus tard, s'ils savent qu'en le consultant, il a su faire à un moment donné, on peut peut-être, un jeune qui est un peu tétanisé de changer de lieu ou qui a du mal à retrouver ses compétences, parce qu'on sait que ça peut fluctuer selon les contextes, ça peut être un support pour dire, mais je sais que tu l'as fait à un moment, tu peux retrouver, voilà. Ça l'anime tellement qu'on peut l'arrêter. Les ESAT et leur engagement dans la formation continue, donc. Alors moi je vais vous présenter un petit peu le cadre général. En fait je vais faire une chose en entonnoir avant d'arriver à l'ESAT Mosaic Service à proprement parler. En effet, l'évolution des mentalités, de la société sur l'égalité des chances, des droits pour les personnes reconnues en situation de handicap, Monsieur Malatré en parlait, et c'est en effet la loi de février 2005 qui la marque au fer rouge pour tout le monde, pour le secteur médico-social, mais en effet pour toute la société en règle générale. Et étant directrice depuis 2006, c'est vrai que d'ESAT depuis 2006, en Essonne, donc je partage le fait que les mentalités évoluent doucement mais sûrement. Donc nous sommes sur un terrain plutôt favorable pour faire accéder en fait une reconnaissance à chacune des personnes que nous accompagnons. Donc ça fait son chemin. Je vous parlerai aussi au niveau Île-de-France en fait de comment ça se découpe un petit peu. Donc il y a des petites plaquettes sur le dispositif différents et compétents. C'est un dispositif national qui est enfin issu en effet des référentiels de compétences adaptés à nos métiers en ESAT. Donc il y a beaucoup de métiers, 21 je crois, 21 métiers concernés aujourd'hui, préparés en ESAT en fait, et donc basés sur des référentiels issus de droit commun qui permettent de reconnaître des compétences professionnelles des travailleurs qui œuvrent dans ces métiers depuis leur intégration en ESAT. Donc aujourd'hui, Abdelkrim en blanchisserie, Alain donc en sous-traitance industrielle, vous parleront de leurs expériences, mais voilà, au sein de 21 autres
enfin 21 métiers en tout. Voilà. En Île-de-France, il y a un groupement de coopération du secteur médico-social, donc un GCSMS, qui a voulu mettre en place et vraiment officialiser la coordination qui existe des ESAT franciliens. Donc aujourd'hui, tous les départements ne sont pas forcément tous concernés, mais en tous les cas, on arrive aujourd'hui à 25 ESAT qui adhèrent à ce GCSMS en Île-de-France. Voilà, ça fait 2500 travailleurs de ces ESAT qui sont du coup potentiellement dans ce parcours avec les équipes qui sont également engagées. Ça fait aujourd'hui 10 organismes gestionnaires. Les organismes gestionnaires, donc pour les ESAT Mosaïque Service, c'est la Fondation des Amis de l'Atelier. Et voilà, il y en a énormément d'associations reconnues qui ont créé des établissements ESAT dans leur parcours de vie associative. Donc voilà, ça fait du monde. Nous, pour l'année 2014, pour arriver un petit peu à l'ESAT Mosaïque, donc c'est 12 personnes qui ont pu reconnaître leurs compétences. Selon différentes modalités, c'est-à-dire que le dispositif différent et compétent permet ou que la personne fasse reconnaître ses compétences en interne, c'est-à-dire qu'il y a un jury qui se déplace dans l'atelier, la personne montre ce qu'elle sait faire, et en effet, je reviens sur le fait que c'est vraiment les compétences acquises qui sont valorisées et non pas les manques sur telle ou telle ligne qui sont marquées en rouge. Donc voilà, c'est vraiment repartir sur tout ce que la personne peut faire, sait faire. Est-ce qu'elle sait l'expliquer? Oui, donc elle peut l'expliquer à quelqu'un qui vient au jury. Est-ce qu'elle sait est-ce qu'elle sait le montrer? Oui, donc elle le montre à la personne qui vient dans l'atelier. Est-ce qu'elle sait l'expliquer? Elle prépare donc un dossier qui permet en dehors de son milieu habituel professionnel de valoriser comment elle comprend en fait ce qu'on lui demande de faire et comment elle applique les différentes compétences dans l'atelier. Voilà. Et puis une troisième modalité qui permettrait également dans l'avenir, il y en a un travailleur pour l'instant dans toute l'Île-de-France a pu valoriser cette modalité-là, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir engrangé des compétences dans les ESAT, mais pouvoir les transférer dans un autre lieu et du coup faire accéder le jury dans son nouveau lieu où elle montre que les compétences acquises en ESAT ou dans son parcours en général puissent être transférées dans un milieu autre, donc en entreprise ou en stage ou voilà. Donc en détachement, etc. Donc aujourd'hui, c'est 15% des travailleurs de l'ESAT qui ont pu se faire reconnaître de leurs compétences en 2014. Du coup, c'est une bonne partie de l'équipe. Aujourd'hui, 2 moniteurs d'atelier seulement qui viennent d'arriver finalement en 2013 ou 2014 ne sont pas encore, n'ont pas pu avoir la formation. Voilà, mais ça part en effet, et donc Émilie pourra vous en témoigner, ça part d'un module de 10 jours qui est proposé aux moniteurs d'atelier pour qu'ils retrouvent un petit peu le sens de leur place et de leur statut en fait d'appreneur du métier. Je ne sais pas si je m'exprime bien et peut-être que tu aurais d'autres mots pour expliquer tout ça. Mais voilà, ça retrouve vraiment aussi, déjà ça coordonne des moniteurs d'atelier entre eux, donc ça fait aussi sortir des champs habituels de l'ESAT et de l'équipe, et c'est déjà très bien de pouvoir ouvrir nos portes. Vous êtes les bienvenus pour venir voir comment ça se passe dans nos établissements. Et donc ça vous fait partager votre fonction de moniteur d'atelier. La fonction de moniteur d'atelier a énormément évolué aussi. On demande aujourd'hui à un moniteur d'atelier d'être non seulement dans la gestion d'une chaîne de production, mais de pouvoir être dans l'accompagnement d'un projet individuel et professionnel d'un travailleur. Et c'est évidemment un grand nombre de compétences aussi qu'on demande aux personnes encadrantes, donc de se reconnaître aussi leurs propres compétences pour pouvoir reconnaître celles des autres. C'est aussi par là que ça passe. Donc voilà. Est-ce que je vous laisse la parole du coup un petit peu pour témoigner vous de ce que vous avez pu vivre en faisant ce parcours-là. Abdelkrim ou Alain, qui veut prendre le micro? Alors moi je vais commencer. Donc moi ça fait 3 ans et demi que je suis au CAT Mosaïque, service blanchisserie.
Depuis que je suis ici, je me sens nouveau en fait, parce que j'ai travaillé dans un milieu ordinaire pendant des années. Et depuis que je suis dans cette société, je me sens dans un monde différent parce qu'il y a des personnes handicapées comme moi. Et toutes ces personnes-là m'ont accepté. Et moi, je les ai acceptées et je me sens complètement différent. Moi, je travaille dans la blanchisserie en fait. Mon rôle consiste à m'occuper de la clientèle. En fait, on est comme un magasin. Les clients viennent, ils payent la qualité. Et nous, on leur remet la marchandise pliée, bien repassée. Donc vous faites l'accueil de la clientèle au pôle repasserie, c'est ça, où les personnes particulières vous amènent leur panière. Ouais. Vous les réceptionnez, vous donnez un ticket comme en pressing, ouais. Et puis quand la personne revient chercher son linge, vous présentez la facturation, vous encaissez le client. Tout à fait, c'est comme un magasin en fait, ouais. C'est comme dans un magasin. Et il y a d'autres services, il y a comment dire, les calandres, il y a le service de contrôle, il y a le service du tri, il y a le service du pliage, en fait il y a 5 services. Et chaque service a un travail différent. Voilà, et vous pouvez tourner en polyvalence un petit peu dans toute la blanchisserie, dans les différents pôles, dans les différents services dont vous parlez. On tourne chaque semaine. Chaque semaine, on a un poste différent. On peut rester des fois 2 semaines dans le même poste. Mais en général, on change de poste chaque semaine. Et de faire alors, donc vous avez fait un dossier qui est ici, si vous voulez le lire, ils peuvent le consulter. Oui. Voilà. Donc le dossier, il est composé un petit peu comment? Comment vous l'avez construit avec votre moniteur ou votre monitrice référente? En fait, on me l'a donné à remplir. Ouais. Parce que je l'ai lu, je l'ai rempli. Et donc c'est le référentiel de compétences que vous avez rempli. Oui. Ensuite, j'ai revu avec mon monitrice Audrey. On a relu. On a revu toutes les questions qui n'étaient pas claires ou que je ne comprenais pas. Elle m'a bien expliqué les questions que je ne comprenais pas. J'ai réussi à les comprendre. Donc on a coché tout ce qui était validé. Ouais. À part quelques questions où j'ai pas très bien compris. Mais en fait, à part 3 questions, voilà, j'ai pas compris. Mais alors parce qu'il y a la possibilité, je vois, hein, là vous avez donc fait certaines croix donc entières, c'est-à-dire que toute la compétence est acquise, et des fois vous la reconnaissez en termes partiels, c'est-à-dire que vous faites une chose mais pas tout à fait entier dans son ensemble. Je comprends pas du tout la question aussi. Ou alors vous ne faites pas du tout l'action proposée dans l'atelier blanchisserie, hein, parce que chaque blanchisserie s'organise aussi de façon différente et certaines compétences sont étudiées, apprises dans un endroit et ne le sont pas forcément dans l'autre. Ok. Et à la suite de ça, tu as voulu présenter un travail? Oui, j'ai voulu présenter l'accueil repasserie. Moi, c'est mon domaine préféré. Et il y a eu un jury interne qui est venu. Qui se composait de qui en fait? Ça vous présente? Alors d'une dame de l'EM-Pro, d'une dame d'un pressing, une dame de l'ESAT qui est dans le public là-bas. Et en fait, j'ai présenté mon travail, ce que je faisais. Donc c'est accueillir les clients. C'est tous les gens qui ramènent du linge. En fait, du linge, des draps housses, des housses de couette, tout ça, des chemises, tout ça. Donc, mon travail consistait à accueillir la clientèle, je suis bloqué, excusez-moi. Après, vous vous occupez de repasser même le linge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste au pôle d'accueil, vous êtes ensuite en fabrication. Je repasse moi-même le linge avec des collègues. Voilà. Les chemises, on les mouille, les draps, tout ça, on les mouille. Après, on les passe en calandre pour les repasser et les plier. Les chemises, on les repasse à la main. En mannequin d'abord, après à la main. Et on remet tout ça au client. Après, on fait des factures sur ordinateur. Donc, il y a 3 factures qui sortent, une pour le client et 2 pour nous. Et la personne paye en carte bleue, en chèque ou en liquide. En liquide, très rarement, c'est en carte bleue en général.
On remet un exemplaire au client, puis il Et de faire la reconnaissance en fait de compétences cette année, parce que vous disiez que ça faisait 3 ans et demi que vous étiez à l'ESAT en blanchisserie, donc de faire ça l'année dernière, en jury de printemps, c'est ça, hein, vous l'avez fait au printemps. Qu'est-ce que ça vous change dans votre quotidien? Ça m'a fait plaisir de présenter mon travail. Ouais. Que d'autres personnes, que les gens habituels de l'ESAT le reconnaissent. Voilà. Déjà. Oui, et puis d'autres personnes de l'externe aussi. Oui, c'est ça. Qui reconnaissent mon travail, et puis il a bien expliqué ce que je faisais exactement. D'accord. Et est-ce que vous avez des perspectives maintenant? Ben moi, mon projet, c'était ouvrir un pressing, mais c'était en Algérie, à ma retraite. Mais là, je suis parti cette année. J'ai vu donc une retraite active, à 60 pour ans. Abdelkrim. À 60 ans. Mais j'ai vu que c'était pratiquement impossible parce que tout le matériel, il faut l'importer. Et ça revient très très cher, et je pense que c'est irréalisable. Et puis à la retraite, vous aurez peut-être envie de vous reposer aussi, hein? Oui, non, oui. Un petit peu. Non, mais parce que on a un local pour un commerce, et mon père, de tout compte fait, il a voulu ouvrir une épicerie, donc on va ouvrir une épicerie à la place d'un pressing. D'accord. Mais en tout cas, vous serez dans l'accueil des clients quand même. C'est ça qui vous plaît? Toujours, c'est ce qui me plaît. D'accord. Ok. Merci Abdelkrim. Je vous en prie. Merci. Alain, est-ce que vous voulez dire quelques mots de votre parcours du coup, de votre... Ouais. Moi j'ai fait... je suis entré en 99. Et j'ai fait en fait trois ateliers. Dans les autres, j'ai fait la maintenance. J'ai travaillé assez longtemps, mais je sais pas vraiment de temps. Après, je suis allé en blanchisserie. La blanchisserie pareil, j'ai travaillé je sais pas combien de temps. Puis après, j'ai changé. Après, j'ai demandé pour travailler en sous-traitance. Puis après, je suis descendu en sous-traitance. Et le travail qu'on fait, il y a plein de choses. Je travaille sur RAM, sur Air France, comment on appelle ça? Du mailing, ouais. Et cette année, toi, tu as préparé un dossier? Ouais, j'ai préparé un dossier, ouais. Vous avez été présenté donc votre dossier à l'extérieur de l'ESAT, donc à l'Éducation nationale. Ouais, comment au CAFOC. Ouais, CAFOC, ouais. Alors, et Émilie. Avec Émilie. Et pour les métiers, hein, en effet, je vous rejoins, les métiers qui concernent les espaces verts, hein, qui sont un métier vraiment occupé par les ESAT, voilà aussi, et sont reconnus et sont adaptés par le ministère de l'Agriculture, en effet, pour permettre aux travailleurs des ESAT d'avoir un référentiel de compétences adapté du CAPA, dont vous parliez tout à l'heure. Donc dans les autres, il y a 3 ateliers. Atelier de blanchisserie, cuisine et sous-traitance. Ça, c'est ce que tu as pu expliquer en partie dans ton dossier. Ouais. Et tu as également expliqué un travail pour montrer tes compétences. Ouais, c'était lequel, du coup, ce travail? Le travail sur RAM. Donc RAM, c'est du conditionnement? Conditionnement, ouais. Conditionnement de cheville. De cheville, ouais. Et donc tout ça, tu l'as expliqué auprès de 2 personnes le jour du CAFOC. Ouais. Et c'était qui ces personnes-là, du coup? Alain, là, si vous regardez votre dossier, c'est pas la question. Du coup, les personnes qui étaient pour votre entretien de valorisation au CAFOC avec Émilie, en face de vous, il y avait 2 personnes qui composent le jury. Ouais, 2
de personnes, donc il fait que j'explique tout le dossier que j'ai fait pour expliquer le travail et du coup, je faisais sur vente. Du coup, les deux personnes, donc peut-être Émilie, vous allez y répondre. Dire qui étaient les deux personnes en face de vous, Alain. Une représentante du CAFOC, donc de l'éducation nationale, si je ne me trompe pas. Et CAFOC, c'est le centre académique de formation au continu, donc opérationnel continu, ou des organisations continues. Non, le haut, non, c'est formation peut-être continue. C'est ça, pardon. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en règle générale, la deuxième personne, c'est un directeur d'un ESAT. Un directeur de l'ESAT, ouais. Et donc là, pour le coup, par contre, c'était un chef de service de l'ESAT de Morsan. De Morsan, ouais. Ok. Moi, j'avais une question, donc, pour peut-être, et on va bien sûr ouvrir la discussion. Alors, en termes de changement, avec peut-être un peu plus de recul, est-ce que... alors moi, j'ai bien entendu vos témoignages, messieurs, c'est véritablement, on sent effectivement quelque chose qui est motivant, qui est, comment dire, qui certainement vous a amené à vivre une année certainement différente peut-être des autres années, de vous être engagé, enfin, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que, avec un petit peu plus de recul, est-ce que ça amène aussi d'autres choses du type de la mobilité, par exemple, d'autres perspectives aussi par rapport, je ne sais pas moi, à la manière dont vous travaillez peut-être aussi avec vos partenaires. Là, donc là, peut-être que la question, c'est pas directement à Alain et à Abdelkrim que ça s'adresse, mais Émilie, est-ce que... nous, on est engagé dans ce dispositif-là, en tout cas à l'ESAT Mosaïque, depuis 2009. Donc, dans un premier temps, ça nous a permis en tout cas pour les moniteurs qui participaient aux formations, de se rencontrer nettement plus et d'aborder nettement plus notre travail dans notre quotidien et du coup de prendre énormément de recul. Ensuite, on nous demande d'expliquer d'appréhender aussi le dispositif pour accompagner les personnes et de découvrir ce qu'est un référentiel métier. En tout cas, pour ma part, moi je ne suis pas issue de l'industrie. J'ai une formation de moniteur éducateur. Et du coup, ça donne des bases aussi pour être plus cohérent avec le travail et aussi plus cohérent avec le milieu ordinaire. Voilà. Dans un premier temps, ça permet aussi, donc, du coup, en jury interne, de rencontrer des entreprises, donc de les faire participer, de les inviter dans nos établissements, d'échanger nettement plus que sur l'aspect contractuel. Voilà, tout à fait. Et pour le coup, c'est des belles rencontres puisque les gens sont amenés à dépasser tout ce qui peut être des a priori peut-être. Voilà. D'une part, je sais plus où j'en étais. Et la mobilité, je la vois moi en effet dans l'organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a 10% d'entrée et de sortie des travailleurs de l'ESAT Mosaïque Service en tous les cas depuis 3 ans. Voilà, il y a quand même, les gens ne restent pas 25 ans dans l'ESAT et que dans l'ESAT. Elles bougent, elles demandent à bouger en détachement, en stage. On a un chargé d'insertion qui part des mises en perspective des personnes et qui fait vraiment le lien avec leur souhait d'aller faire même des expériences à l'extérieur de l'ESAT. Et voilà, et ça emmène en effet toute l'équipe dans une dynamique de projet individuel. Tu parlais aussi, Émilie, de votre posture en fait pour accompagner même le projet individuel de la personne. Du coup, vous êtes plus dans sans induire, toi ton projet c'est quoi, tiens tu ferais bien ça cette année, ce sera peut-être bien pour toi de faire ça. Non, là c'est tiens, tu as reconnu telle et telle compétence, qu'est-ce que tu penserais d'évoluer ou d'avoir une responsabilité particulière sur tel ou tel aspect dans l'atelier, et ça vous c'est vrai, permet il y a ça également, puis la mobilité elle n'est pas que externe, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire dans nos établissements, nous aussi en tant qu'accompagnants, changer aussi certaines mentalités ou
ou certaines routines qu'on s'oblige à faire chaque jour. Du coup, c'est quand même une reconnaissance de la personne et lui permettre d'être nettement plus acteur de son environnement, en tout cas déjà dans l'atelier. Et donc du coup, le milieu ordinaire, c'est pas non plus quelque chose, un but ultime à atteindre. Déjà, on a beaucoup de choses à faire aussi chez nous en termes de mobilité, comme vous dites. Oui, on sent bien l'extérieur qui rentre, quoi. Hein, on parlait de l'ouverture sur l'extérieur, là, non. On sent bien l'extérieur qui rentre. C'est peut-être une représentation, je sais pas, cette représentation d'un établissement ESAT, autrefois CAT, extrêmement replié, et peut-être dans cet immobilisme, là on entend quand même beaucoup de mouvements. Et effectivement, j'entends ce que vous dites sur le fait que c'était pas le sens de ma question. C'est pas, on n'imagine pas forcément un parcours obligatoirement passé. On passerait par les ZAD pour aller vers l'entreprise, sachant quand même, sachez-le, c'est un parcours aujourd'hui de plus en plus réaliste et de plus en plus concret. C'est-à-dire que on peut, nous, à la sortie d'un IMPRO, plutôt privilégier un passage par un ESAT en se disant ce parcours, parce que il y a cette mobilité, va se poursuivre. S'il doit se poursuivra, c'est leur mission et on le voit bien, il y a cet engagement. Là, je pense qu'il y a véritablement quelque chose qui change à ce niveau-là. Il y a encore, là le temps passe, hein, donc on s'était donné, on va se donner midi et quart, je pense que ça vous ira. Il y a des personnes dans la salle, alors on a parlé de la reconnaissance des compétences, je sais qu'il y a encore des personnes ici qui représentent la faculté des métiers, Madame Ducos, et il y a vous, Madame Canel, à la faculté, qui ont l'expérience justement d'une formation, alors même en alternance, qui amène la qualification des personnes. Donc là, je pense qu'il faudra que vous apportiez aussi votre témoignage, mais avant cela, peut-être quelques questions. Je voulais savoir si dans ton parcours à l'IMPRO, tu avais eu l'occasion d'aller à l'extérieur, faire des stages, je ne sais pas, en milieu ordinaire ou dans les arts, ou si tu étais resté dans les murs de l'IMPRO pour apprendre ce que tu y as appris. En fait, j'ai fait un peu de chacun. J'ai aussi fait des stages. Tu as fait des stages? Oui. Donc dans des entreprises dans les ESAT. Oui. Et tu aurais pu faire un stage dans une entreprise ordinaire? Eh ben... Oui, alors ça dépend. Ça fait partie de la dynamique en fait de formation, c'est-à-dire quand les jeunes sont en insertion, en cycle d'insertion à 18 ans, ils sont presque plus pris par une dynamique de mise en stage, qui sont menés par des chargés d'insertion. Et une des questions par rapport à la validation de compétences, c'était comment on pourrait transférer dans les compétences, dans les validations de compétences, des choses qu'ils auraient apprises en stage ou montrées en stage. Donc ça, c'est une étape de travail, je vais dire, future. En même temps, il n'a pas forcément fait un stage en restauration. Donc là, il s'avère que c'était le CAP restauration. APR. Donc, en fait, c'est gradué. Il y a des chargés d'insertion qui sont responsables des stages qui pourraient vous expliquer comment se passent les stages à l'IMPRO. Mais... Ça, c'est... On peut faire rapidement. On commence généralement par des stages accompagnés. Donc, pour les mineurs, généralement, ou les personnes qui ne sont pas autonomes dans les transports. Avec une maîtrise éducatrice en formation chez nous, 3-4 élèves qui partent quelques journées en stage à l'extérieur, aussi bien dans le monde classique, milieu ordinaire, ou en ESAT, pour voir s'il y a des capacités aussi bien comportement, technique de travail, compétences, voilà. Et ensuite, à partir du moment où l'élève est en capacité d'aller se rendre seul sur un lieu de stage, on monte avec lui et pour lui un parcours de stage. Donc d'abord des stages courts, en durée, en distance, en temps de travail, et puis après on monte crescendo pour essayer d'arriver le plus proche possible d'une insertion professionnelle, que ce soit ESAT ou milieu ordinaire, en fonction du projet de chacun. C'est soit dans son atelier de référence, mais on peut aussi tester d'autres domaines s'il en a envie pour voir si ça peut coller et si ça lui plaît et si on trouve l'entreprise avec laquelle
ça peut fonctionner pour une sortie de votre établissement. Ça, c'est un parcours sur la première année stage accompagné et quasiment sur 2 ans pour la mise en stage. Du coup, allez-y. Je voulais poser une question par rapport aux jeunes qui ont pu bénéficier de cette formation. Ils venaient d'IME pour la plupart, je suppose, et est-ce qu'ils avaient pu bénéficier d'une scolarité prise, Ulysse auparavant, ou est-ce que c'était du 100% IME avant l'arrivée à la CIFRO? Non, ils ont des parcours variés. Il y a IME, ils arrivent certains de cette phase d'Ulysse, de sortie d'Ulysse. Donc c'était des parcours très variés. Sur les 7, là, il y a des lecteurs et des non-lecteurs. L'inclusion scolaire fonctionne vraiment, et on s'en rend compte. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont été induites par la loi de 2005 dans l'évolution des publics, notamment des IMPRO, et certainement d'une façon plus générale, finalement, des établissements du secteur médico-social. Et donc, oui, on peut arriver très très tard à l'IMPRO. Dans la proportion, c'est même pas la moitié de jeunes qui arrivent d'IME. C'est pas la moitié, c'est, je dirais, 35%. Et j'ai envie de dire, par rapport aux alors pour ces 6-là, ils sont, j'ai envie de dire, à égalité, autant peut-être, mais encore parfois sur le domaine scolaire, des jeunes qui sont allés en Ulysse jusqu'à leurs 15 ans, 14-15 ans, on va dire, ils ont des habitudes scolaires. Ils ont des compétences scolaires, puis des habitudes de concentration. Mais après, sur la vie en atelier, ils n'ont pas pas forcément des habitudes de gestes, de protocoles, de gérer l'espace. Donc, c'est des choses qu'ils doivent acquérir, et c'est pas des petits apprentissages. Donc, c'était par rapport. Vous essayez de voir l'influence du parcours en. Je travaille en IME, et en fait, on a beaucoup d'enfants qui ont des places en Ulysse, mais là, cette année, vu la carence de places en Ulysse ou en CLIS, ces enfants-là qui avaient des affectations, en fait, sont revenus à l'IME sans avoir de place à l'extérieur. Et on se demande si ça ne va pas hypothéquer justement dans leur avenir, dans leur orientation pro, et d'abuser de quelque chose de qualifiant. Ça ne va pas les empêcher d'avoir accès à certains apprentissages, si on les empêche aussi d'être dans le tout venant à minima alors qu'ils y avaient droit. Vous posez il y a beaucoup de choses qui y a derrière votre question. Je vais essayer de faire par rapport au thème de cette table ronde. Ce qui est sûr, c'est que justement, alors la question de l'orientation par défaut, j'allais dire, qu'est-ce que vous voulez, on va dire c'est dramatique, je ne sais pas, enfin, c'est déconcertant dans le monde d'aujourd'hui. Oui, c'est économique certainement, bien sûr qu'il y a besoin certainement de plus en plus d'Ulysse, encore que nous on a des jeunes gens qui arrivent en sortant d'Ulysse, lycée même, qui ont tout un parcours peut-être d'employabilité, pour le coup, mais vous interviendrez, Madame Canet, et peut-être aussi la faculté des métiers qui a justement, Madame Ducose, elle est là, mais vous êtes caché. Donc, quand même, l'autre chose, quand on parle de cette ouverture, peut-être même j'allais dire, de ce forum d'une façon globale, et je fais aucun angélisme, c'est de dire qu'aujourd'hui, et on le dit aujourd'hui, et je pense à la personne qui pilotait, Madame Janssen, qui pilote au rectorat, justement, nos engagements là, dans la reconnaissance des compétences à notre niveau, et je pense que ça doit être pareil, c'est de dire aux personnes d'abord, mais aussi aux accompagnants, aux familles, mais non, quand on va dans un IMPRO, on n'abandonne pas l'ambition de la qualification, voire l'obligation, le droit. C'est vraiment ça qui est présenté là aujourd'hui. J'espère que ça passe. Non, à nous, un jeune qui parfois au bout d'un an, il y a des jeunes qui ont fait même pas 6 mois chez nous et qu'on a remis en formation, qu'on va chercher, qu'on va même parfois payer de nos sous, entre guillemets de nos sous, pardon, de nos allocations de ressources extrêmement contraintes. On va payer une formation dans une école privée de toilettage pour une qualification ça nous, on est peut-être même mieux armés que certaines Ulysse à déceler justement parce que on n'est pas, quand on va dans une Ulysse,
souvent, on va choisir une formation et le stage qui va correspondre, là on en parlait, ça va être un stage lié à la formation. Il faut que l'emboîtement il soit bon au départ, parce que sinon ça ne marche pas. Alors il semblerait qu'il y a des endroits où ça marche mieux que d'autres. C'est vraiment une étude, on en parlait avec vous, Madame Canel. Oui, dans le bâtiment, quand le démarrage, et c'est pas que pour nos jeunes en situation de handicap, mais le démarrage dans le bâtiment peut être raté. On peut se rater au démarrage, mais une fois qu'on est parti, souvent, c'est qu'on veut être dans le bâtiment et on y va. Et on va jusqu'au diplôme. On va jusqu'au diplôme. Et on va jusqu'à l'emploi. Alors parfois l'emploi, il est dans le bâtiment, il n'est pas toujours dans les normes, mais là pour le coup on est dans le hors norme. Mais j'entends par là que oui, on se rend compte que dans les suivis de parcours, il y a des jeunes gens qui peuvent aussi travailler plus ou moins dans des situations, des situations d'emploi précaire et autres. Mais on travaille. Voilà. Dans d'autres domaines, ça semble être un peu plus compliqué. On peut réussir en tant qu'Ulysse, puisque nous on a des parcours comme ça. On va être en Ulysse tertiaire. Je ne suis pas sûr que la collègue de Perrin soit là. Dans une Ulysse en tertiaire, en sortant même avec un bac ou une attestation reconnue du bac. Eh bien, on se rend compte que c'est pas du tout le métier qu'on veut faire et qu'on n'est absolument pas adapté à ce métier-là. La recherche de stage en a été d'ailleurs vraiment un parcours très très compliqué. Voilà. Donc, vous voyez, non, je crois pas qu'on puisse raisonner. Enfin, si j'ai entendu ce que vous disiez, je crois pas que ça vienne hypothéquer. Vraiment, en tout cas, ce qu'on fait, la manière dont on ouvre, la manière dont on travaille, c'est surtout pas. Par contre, alors là. N'oublions pas, mais oui, il y a des orientations par défaut et alors c'est aux familles. Alors là aussi, le parcours du combattant, parfois quand il n'y a pas l'Ulysse qu'il faut, c'est assez complexe. D'autres questions et puis peut-être des témoignages. Vous voulez, Madame Ducos, un petit peu parler de justement de l'accès l'accès à la formation en alternance est possible aussi. C'est possible aussi, c'est pas facile, mais c'est possible. Ah, oui. Donc nous sommes en charge d'une action qu'on appelle la passerelle bleue, qui a été une action mise en place par un travail avec l'éducation nationale sur une volonté de mettre en place une année de passerelle, une année préparatoire pour ces jeunes d'entrée en apprentissage, sur un rythme d'alternance de cours et de stage en entreprise qui permettent ensuite de pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Donc on vient de démarrer la 5e année. On a déjà des jeunes qui ont passé leur examen. La première session, on a eu 4 jeunes qui ont obtenu leur CAP, pas d'attestation de compétences. Nous sommes sur des petits effectifs. Après, on avait 10 jeunes sur cette première session. Alors, il y en a 4 qui ont obtenu leur CAP, ce qui est un bon résultat. Cependant, on a eu beaucoup de réorientation et de jeunes qui, au démarrage, n'avaient pas eu. Toutes les difficultés n'avaient pas été prises en compte, notamment des difficultés médicales, qui ont fait que, par rapport à la réalité des projets professionnels choisis, on ne pouvait pas valider l'aspect médical. Donc, au gré de ces années, en fait, on affine peu à peu les différentes évaluations. Donc, on a renforcé le travail d'orientation et de découverte des métiers avec les classes Ulysse en amont de l'entrée en apprentissage. On a aussi resserré le champ des possibles sur les métiers que nous proposons sur la faculté des métiers, puisqu'on n'est pas ouvert sur tous les secteurs et on s'est rendu compte qu'il y avait des secteurs professionnels pour lesquels c'était difficile, pas tant pour les jeunes, mais pour l'entreprise, puisque nous, ils cherchent un contrat de travail après. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes de lenteur comportementaux, et il est vrai que chez un petit artisan en pâtisserie, c'est pas possible, on ne pourra pas le placer. Parce que l'entreprise, même si elle a l'empathie pour travailler, éventuellement si elle avait la patience requise, elle a aussi une réalité économique qui fait qu'elle ne pourra pas. Donc finalement on a resserré, on est vraiment sur des métiers, sur des projets, sur un projet carrosserie,
vente alimentaire, boulangerie, service en salle et plutôt agent polyvalent de restauration. Voilà. Au fur et à mesure des années, on affine, au vu aussi des difficultés que rencontrent les jeunes en entreprise, parce qu'il est vrai qu'après, sur les 2 ans d'alternance, le jeune doit tenir le rythme, et l'entreprise aussi. Donc il y a tout un travail d'accompagnement qui se fait constant. Voilà, donc c'est aussi une raison pour laquelle on a un petit peu de mal en termes de sourcing aussi de jeunes, puisque cette année on démarre l'action Cassette, pour plein de raisons. C'est un petit peu difficile pour les familles d'orienter les jeunes vers de l'alternance, mais là je dirais qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Voilà, ils vont rentrer un petit peu plus rapidement dans le monde adulte, donc ils sont tout jeunes, sans point de vue, ils ont 15 ans et demi, à peine 16 ans. On leur demande de l'autonomie, on leur demande d'arrêter les transports, de pouvoir se déplacer dans les transports en commun, ça c'est pas facile non plus. Et puis il faut donc qu'il y ait des prérequis, un minima de prérequis, puisqu'ils vont intégrer des classes de CAP ordinaires, ils vont être avec tous les autres apprentis, et donc pouvoir également signer un contrat de travail en milieu ordinaire et mettre en place la RQTH aussi pendant cette année transitoire. Donc là, c'est un petit peu le contexte que l'on a, ce qui fait que ces 2 dernières années, en ayant un peu de mal à trouver des jeunes, et aussi en ayant été sollicité par les IMPRO, on a intégré, il y a 2 ans, un jeune, l'IMPRO Gilles Voisin, et l'année dernière, nous avions 2 jeunes filles, donc, qui sont, pour le coup, tous les 3 entrés en CAP, 2 en APR cette année, et celui qui est en CAP l'année précédente est entré en fait sur un bac pro de chaudronnerie industrielle, mais lui va passer son CAP sur les 2 premières années du bac. Donc là, la marche est un petit peu élevée pour lui, mais malheureusement, nous, le CAP n'avait pas le faire. Ceci dit, voilà, il est en cours, ça se passe bien, il est en entreprise, tout tient, et je pense qu'il va pouvoir avoir son CAP. Donc là, on a des profils très intéressants avec l'IMPRO, et du coup, ce que vous disiez sur l'IME, voilà, ça me faisait écho, parce qu'on se rend compte que quand ils sortent du lycée, ils sont vraiment très très jeunes. Et les jeunes que l'on a eu d'IMPRO qui sont arrivés avec 2 ans de plus, avec un projet travaillé en IMPRO, avec des stages, vraiment du milieu professionnel, beaucoup d'accompagnement aussi sur les prérequis, là on a des profils complètement différents. Donc, et qui intéressent les entreprises. Donc voilà, on est un petit peu sur ces champs, et toute cette année de passerelle, elle doit leur permettre de prendre un petit peu le futur costume d'un salarié. C'est pas facile pour donc c'est le profil IMPRO est intéressant. Excusez-moi, c'est des handicapés physiques ou... Non, c'est des troubles des fonctions cognitives, c'est plutôt des troubles de l'apprentissage. Ah, par exemple de la dyslexie, de la dyspraxie, ce genre de difficultés. D'accord. Merci. Et on n'est pas sur du handicap mental ou physique. Juste sur les troubles de l'apprentissage. Ah, parce que pour passer des examens et tout, il faut avoir quand même ces capacités. On a des ateliers pour retravailler avec ça, travailler la mémorisation, l'organisation, la méthode, ce qui est compliqué. Et on est sur le même champ d'attestation de compétences que ce qui a été présenté. C'est-à-dire que s'il ne réussit pas son CAP, on fait valider avec l'éducation nationale. Pareil, on met tout ce que le jeune sait faire au niveau professionnel sur un diplôme. Et ensuite, ce diplôme donc, lui est remis, ce qui lui permet d'aller travailler. Et plus tard, de renforcer également son diplôme. Donc là, on est sur le même domaine. Ça, c'est intéressant parce qu'ils sortent avec quelque chose. C'est vrai qu'ils savent travailler, ils savent faire des choses. C'est un diplôme d'État. Oui. Merci. Mais il y aura, voilà, on est quand même dans le registre du handicap, puisque vous parlez de reconnaissance de travailleurs en situation de handicap. Alors je veux bien, enfin, je vous ai entendu sur cette appellation, là pour le coup assez éducation nationale, hein, les troubles des fonctions cognitives, mais c'est un long débat, mais en même temps, voilà, on est quand même sur une situation de handicap avérée. Avec la MDPH, avec, à terme, on va être travailleur reconnu en situation de handicap. Voilà, on peut être en ESAT comme on peut être en entreprise selon, effectivement, là pour le coup, des capacités, des besoin possibilités. de soutien ou pas. Et par rapport à ça, donc, on a ma collègue qui n'est pas là, mais
en charge, qui est chargée de mission handicap à la faculté des métiers, a mis en place depuis janvier un titre de professionnalisation sur l'agent polyvalent de restauration. C'est un titre qui s'est mis en place à la demande de grands groupes, à Flow, Accor, Buffalo, etc. Donc c'est une action sur 1 an avec un groupe de jeunes, un groupe de personnes, de 12 personnes, qui sont tous recrutés par les groupes. Donc elle est en charge en fait, de transmettre les candidatures au groupe qui ensuite fait le recrutement, et les personnes démarrent en contrat d'apprentissage. Ils sont chez nous 2 jours en pratique professionnelle et 3 jours en entreprise. Donc ils sont déjà salariés de l'entreprise. Nous on assure la partie pratique professionnelle en CFA et le passage de l'examen. Donc là on a la première session qui va passer son examen. Ils étaient 10 à l'entrée, ils vont être 10 pour passer l'examen, donc ça c'est vraiment une belle réussite. J'espère vraiment 10 à obtenir l'examen. Donc là l'action se poursuit, se renouvelle, les recrutements vont recommencer. Ça c'est un projet vraiment très intéressant. Qui fait bouger aussi les choses au CFA, sur le public, sur les personnes. Tout le monde est concerné, que ce soit les jeunes, le personnel, tout ça c'est vraiment très positif. Et l'âge moyen c'est oui, ils ont moins de 26 ans, mais ils pourraient avoir plus, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Mais ils ont tous, à mon avis, le plus vieux à 24 ans. D'accord. Et la passerelle bleue, c'est jusqu'à quel âge? Alors la passerelle bleue, comme on est, normalement le sourcil, il est à l'issue des classes Ulysse, on est sur des 15, jeunes 18, qui ont entre 15 et 16 ans. Les plus âgés venaient, donc Guillaume Pro avait 18 ans. Et là, on a un jeune qui a fait un parcours en UEROS avec l'ADAPT qui a 22 ans. Voilà. Après, on peut en intégrer qui soit plus âgé. C'est vrai que c'est pas forcément évident pour la personne, s'il y a une personne de 40 ans avec des jeunes de 15 ans et demi. Ouais, ni pour les uns ni pour les autres, ça risque. Pour intégrer la passerelle bleue, il faut déjà faire des recherches d'entreprise avant ou... Non. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un parcours donc par l'ULIS, que le jeune ait une notification de la MDPH et qu'il n'ait pas d'orientation vers un milieu protégé. Oui, effectivement, on ne peut pas faire les deux. Voilà, on ne peut pas mettre à égalité un choix d'orientation, une orientation qui est proposée en CIFPRO et une orientation sur la passerelle bleue. Si on recommande le CIFPRO, il faut passer par le CIFPRO et nous revenir après. Voilà. Plutôt que l'inverse, parce qu'on va le mettre en difficulté. Ça a déjà été le cas, on est sur la 5e année, et tous les ans on s'est trouvé dans ces situations, parce que pour plein de raisons, c'est le statut. C'est normal. Souvent le mot handicap a été peu posé aussi, en tout cas pour le jeune. Donc nous on se retrouve pour la première fois à parler, à évoquer, donc à mettre ce mot vraiment là, par la demande de la DRPA, des familles qui vont refuser, finalement des orientations qui ne peuvent pas évaluer plusieurs niveaux. Donc voilà, je trouve qu'il faut vraiment respecter les étapes. Il vaut mieux qu'il arrive à 18 ans avec des choses qui ont été construites, qu'il y a eu un passage en IM Pro et que là vraiment on puisse aller vers la signature d'un contrat, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on doit trouver un employeur et que ce travail est important. L'employeur il n'est pas forcément, même s'il est très bienveillant, il n'aura pas forcément d'un point de vue économique cette possibilité aussi de prendre le jeune. Et après on est sur une difficulté, s'il ne trouve pas de jeune, pas d'entreprise pour entrer en apprentissage. On ne valide pas l'expérience professionnelle, donc on ne pourra pas le garder plus d'1 an au CFA. Il faut vraiment qu'on aboutisse sur le... J'ai un exemple par rapport à ça, parce que justement j'ai un élève en ULIS, donc qui a obtenu un CAP de peintre applicateur de revêtement. Donc il a vraiment beaucoup progressé, mais par contre à la sortie du ULIS, il n'a pas eu l'RQTH. Alors il avait trouvé un employeur, parce que c'est vrai que c'était un très bon professionnel, un garçon très sérieux et tout, parce qu'il était trop lent en fait. Alors qu'il était venu me voir avant en me disant voilà, quand j'aurai 18 ans, je ne gagnerai plus, c'était trop longtemps. Finalement, il n'a pas été maintenu. Mais par la suite, j'ai appris qu'il travaillait dans un centre technique
Et il ne peut pas passer l'examen, parce que maintenant c'est vrai qu'il faut passer un examen pour pouvoir être titulaire de son poste et tout. Donc ils vont faire des aménagements pour qu'il puisse rester, parce que bon, c'est vrai qu'il apprécie beaucoup et tout. Mais on a ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours d'RQTH. Quand on parle de personnes en situation de handicap, ne sont pas, bon, ça peut être temporaire aussi. Et puis on a des élèves qui sortent aussi avec l'RQTH, mais avec une notification de travailler en milieu ordinaire. Donc c'est toujours difficile parce que moi j'ai des élèves qui sont dans le trouble de la fonction cognitive, comme on dit, et ce ne sont pas des handicaps vraiment visibles, mais en même temps qui les gênent au quotidien. Et c'est pas facile parce qu'on est toujours entre deux, soit ils sont pas assez handicapés, soit voilà, ils sont... Exactement, et c'est ce qui est difficile pour les employeurs aussi, parce que comme ça ne se voit pas, voilà, ils se disent voilà, c'est la même chose qu'un autre jeune, je crois qu'on ait avoir les mêmes exigences. Quand on explique que non, c'est pas possible, il faut prendre les choses au fur et à mesure, adapter les supports et Et d'où l'intérêt justement des attestations de compétences, parce que ça permet de faire le lien, ça permet d'avoir une traçabilité, et puis en même temps on est en droit d'espérer que ça va évoluer aussi positivement. Oui, et en même temps, ça montre, enfin, si ce n'est les limites, ça montre quand même que la reconnaissance des compétences, la validation des compétences, certainement attendu par l'entreprise. Là, j'entends que le CAP-APR va s'ouvrir dans un partenariat. En même temps, la faculté des métiers, c'est assez logique que ça soit dans ces partenariats. On ne travaille pas à vide, on travaille avec l'entreprise. Mais en même temps, c'est vrai, et nous, nos chargés d'insertion le savent, et je pense que travailler au sein d'une entreprise, qu'elle soit adaptée ou qu'elle soit protégée ou pas, c'est à chaque fois une expérience singulière, et effectivement ça va apporter des adaptations. Quand on parle de handicap dans une entreprise et dans une embauche, on parle bien de quelqu'un de bien particulier, donc le diplôme peut-être encore plus, mais c'est valable pour tout le monde, vous me direz, quand on fait une embauche, après on a la personne en face, mais peut-être encore plus, et véritablement, là justement vous parliez de Madame Guillemin, j'ai quand même souvenir, quand elle travaillait, je crois, au PDTH, il y a quelques années, de réunions où justement les entreprises faisaient part un peu de cet engagement avec le handicap, et à chaque fois d'une expérience un petit peu nouvelle. Ce qui était dit quand même à l'époque, et je crois qu'il est très, très valable, c'est que les personnes, les entreprises qui s'engagent avec le handicap, plutôt que de s'exonérer de la taxe qui a triplé quand même, et donc qui pèse quand même sur les entreprises, mais qui peuvent s'exonérer, les entreprises en sont souvent très très satisfaites dans l'aventure humaine, dans la dimension humaine de cet enjeu de l'inclusion de la personne différente. Vous le signalez, là, je crois que quelqu'un a dit je me suis senti différent au sein de l'ESAT, donc c'est vraiment extraordinaire. Je pense que justement dans une entreprise, je crois aussi que ce qui est important pour les personnes, c'est de pouvoir aussi de se sentir différent, quoi. Et que si on ne peut pas se sentir différent dans l'entreprise, je pense qu'on peut véritablement y être rapidement mal, quoi. Bon. Le temps a avancé, est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Est-ce que Madame ne fait pas son intervention? Madame Canel. Oui, Madame Canel ne fait pas d'intervention. Elle a fait son intervention, mais oui, vous vouliez... Si vous voulez des choses plus précises, allez-y, vous vouliez poser une question plus précise. Non, je croyais que vous alliez exposer votre fonctionnement. Je veux dire, je travaille dans un lycée professionnel, donc nous accueillons des jeunes qui se préparent des CAP et des bacs dans le bâtiment et aussi dans les métiers de la couture et de la mode. Donc j'ai un effectif environ de 10 élèves, donc c'est un dispositif, ils sont parfaitement inclus dans les classes et ils ont un projet individualisé discuté en équipe pluridisciplinaire. Voilà, en fonction de cela, on les accompagne, et j'ai aussi une auxiliaire de vie scolaire qui les accompagne en classe, avec des AVS maintenant, ça a changé, donc moi je les accompagne aussi, je les prends sur certains temps. Donc pour des aménagements, pour les examens, pour les cours, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de... On travaille énormément l'estime de soi aussi, c'est vraiment très important, parce que on ne fait pas vraiment des miracles, ils ont un potentiel qu'il faut exploiter tout simplement, il faut les faire reconnaître. Et en général ça se passe plutôt bien, ils font des stages comme les autres,
Alors c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont, disons, inscrits par défaut parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils ont besoin d'être scolarisés, parce que le métier du bâtiment, c'est un métier peut-être le plus accessible encore. Mais il se peut, parfois, on peut être amené aussi à faire d'autres stages à des élèves. Bon, là, j'accueille un élève qui est autiste, qui a un certain potentiel, qui a eu son brevet, mais bon, c'est évident qu'il ne travaillera pas dans cette profession-là. Vous êtes à quel lycée professionnel? Massy. Je suis à Massy. Donc, je ferai faire d'autres stages dans d'autres disciplines, mais l'important pour l'instant, c'est qu'il soit vraiment inclus. Et là, ça se passe plutôt bien. Enfin, on travaille ça. Alors, pour les élèves qui ne peuvent pas obtenir de certification, comme on l'a dit, on fait aussi des utilisations de compétences. Mais il y a des élèves à qui je vais passer le CAP en 3 ans. Et c'est vrai que j'en ai eu qui étaient très inhibés au début, c'était vraiment très très difficile. Ils étaient vraiment. Ils ne voulaient plus de prise en charge à l'extérieur parce que c'était lourd, ça les stigmatisait. En plus, elles regardent les gens au lycée. Donc, c'est vrai qu'on dit, ouais, je suis dans l'église, etc. Et puis en même temps, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui contrarié, il venait toujours frapper ma porte, évidemment. Donc, des fois, c'était assez violent et tout. Et puis en même temps, voilà, c'est des gamins. Ce que je trouve intéressant dans le milieu professionnel, c'est que justement, le métier fait sens pour eux. Donc après, ils comprennent qu'ils ont des outils, ils ont besoin de certains outils pour répondre à des situations de vie. Par exemple, j'ai des gamins qui remontaient de l'atelier en installation sanitaire qui me disaient, voilà madame, j'ai pas compris comment on calcule le diamètre du coudre, enfin c'était le coudre, etc. Ou alors comment on fait pour calculer la moitié d'un mur. Donc il y a la notion de moitié et il y avait la surface. Il y avait tout ça. On travaillait et puis c'est un gamin, il a la filière qui est félicitations, il est d'obtenir son code, alors qu'il était incapable d'écrire de mots. Enfin c'était. Son code de la route. Comment? Son code. Son code de la route. Code de la route, oui. Code de la route. Et, voilà. Et j'en ai. Bon, il y en a quelques-uns qui ont fait les bacs, qui ont envoyé les bacs. Il y en a d'autres en sortant qui. Alors c'est vrai qu'il y a l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur la rupture, c'est pas évident parce que souvent ils manquent un peu de maturité ou ils sont un peu inquiets. Donc quand ils sortent souvent, ils font aussi une deuxième formation. Alors j'en ai qui font un deuxième CAP, ou là qui vont faire un CAP en alternance à l'extérieur, et puis il y en a d'autres qui font des bacs, il y en a qui fait maintenant un BTS en alternance, qui fait sourd, dyslexique, et voilà. Et donc voilà, c'est surtout, surtout arriver à les narciser, à les remobiliser, à leur faire comprendre que justement, ils ont un potentiel. Et c'est pour travailler en milieu ordinaire après? Oui, pour travailler en milieu ordinaire, alors ça dépend. Bon, en général, oui, la plupart de ceux que j'ai, pour ceux dont j'ai le suivi, ils sont en milieu ordinaire. J'en ai qu'une qui est en ESAT, qui avait vraiment beaucoup de difficultés, de troubles psychiques, etc., qui est en ESAT, et ça se passe vraiment très très bien. Elle m'a fait visiter l'établissement, elle rayonnait. Et là, elle n'était pas du tout en difficulté. Et des fois, je préfère avoir un élève qui soit justement dans ce milieu-là, parce qu'il va prendre sa place. En plus, ils peuvent justement aller dans différents ateliers, ils peuvent prendre des responsabilités, alors que des fois, en milieu ordinaire, ils seront toujours en échec, parce qu'ils seront quand même toujours différents malgré tout. Donc, parce qu'ils sont trop lents, ou même s'ils ont beaucoup de qualités, mais en même temps, ils sont toujours stigmatisés comme étant différents. Que là, elle rayonnait, elle était vraiment parfaitement. Puis il y a des postes adaptés aussi, des fois. Oui, il y a des postes adaptés. Et puis après, c'est pareil, vous avez des ESAT hors les murs, il y a des rappels à l'extérieur, elle peut partir, on peut toujours bouger, quoi. C'est le but, quoi. La plupart de ceux que je connais travaillent ou font une deuxième formation. Alors des fois, ils font un autre métier pour celui auquel ils ont été formés, mais le fait d'avoir déjà un CAP, ça donne quand même un niveau. Ouais. Donc voilà, un CAP, puis après, je trouve ça vraiment plutôt positif. Alors, après, il faut voir à long terme sur le marché du travail, mais pour ce qu'on sait déjà au rectorat, c'est que c'est à peu près le même pourcentage que pour personne lambda, quoi. Au même âge, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Si vous voulez, on a des petites plaquettes du dispositif. C'est pas du tout pour, mais ça vous informe plus généralement par rapport à l'exposé que on a fait. Merci à vous. La journée continue, vous le savez. Une autre table ronde cet après-midi
sur après le travail. Petite sandwicherie ce midi. Et sandwich à midi pour ceux qui le souhaitent, en bas, servi par nos jeunes. Merci à vous.